Oui, bonjour madame, Oui, c'est encore moi. oui. Et voilà, je me permets de vous appeler suite à notre rendez-vous Oui. téléphonique. Alors, le thème de mon travail porte sur la représentation démographique des enseignants-chercheurs. Moi, c'est monsieur Alain Kama, Bambouna Alain Oui. Kama. Alors, je suis au sein de l'URCA, je suis en Master 2 au sein de l'URCA. Et je fais un travail sur la représentation démographique des enseignants-chercheurs et j'essaye de requérir un peu le point de vue des doctorants, étant donné que vous êtes au sein de l'URCA également inscrit. Alors, notre entretien va porter sur 4 étapes principalement. La question de départ sera naturellement de vous présenter dans âge, discipline enseignée, nombre d'années d'exercice, type d'établissement. Et le deuxième point sera le travail avec le professeur en sciences de l'éducation ou un collègue avec lequel vous avez déjà travaillé ou mené une activité en commun d'un collègue de l'autre sexe. Et le troisième point sera naturellement votre vision du métier d'enseignant en général ou d'enseignant-chercheur. Quelle est votre vision de ce corps de métier? Et le dernier point sera naturellement votre point de vue par rapport au rapport à l'académie et à la représentation des femmes au sein de certaines filières où elles ne sont pas assez bien représentées, ou si oui, comment remédier pour équilibrer les marges. Donc voilà à peu près succinctement sur quoi va porter notre échange. Très bien. Et je vous ai envoyé également un consentement en ligne que vous devrez juste naturellement. Cet entretien lors de la transcription sera anonymé et si vous voudrez avoir une copie, je pourrais vous l'envoyer le moment venu. Très bien. Oui. Donc voilà, c'est à vous. Alors, je pense que le plus simple, c'est que vous me posez peut-être les questions, les 4 grandes, parce que là, je vous avoue, je n'ai pas retenu la totalité de toutes vos questions d'un coup. Donc, je pense que ça sera plus simple que vous commencez par vos différentes thématiques. Je vais vous dire 2-3 mots et vous me posez des questions ensuite. Je pense qu'il vaut mieux que vous, en fait, vous demandez ce que vous voulez savoir plutôt que moi, je vous raconte des choses qui vous intéressent peut-être pas forcément. Vous savez, voilà. Parfois aussi, ça importe votre vision des choses, votre approche des choses. Et pour commencer, déjà votre âge et la discipline enseignée, le nombre d'années. Oui, alors moi j'ai un profil assez atypique parce que j'ai fait mes études en Allemagne et en France et j'ai eu mon DEA qui n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle un Master 2 en 95. Ensuite j'ai travaillé 20 ans dans le privé en tant que journaliste et éditeur photo avant de quitter le monde en fait du journalisme et de me réinscrire à la fac en octobre 2015. D'accord. Et donc, je suis doctorante donc, depuis 2015 à l'URCA et je fais un travail qui porte d'une part sur l'histoire du XVIe siècle de l'Europe et d'autre part sur la littérature britannique de la première modernité, c'est-à-dire le XVIe siècle. Et le sujet de ma thèse est un personnage de Lorraine qui s'appelle Marie de Lorraine, qui est donc la mère de Marie Stuart, qui était par ailleurs reine d'Écosse, d'où mon intérêt pour le monde britannique du XVIe siècle. Tout à fait. Alors, pour reprendre un tout petit peu, vous êtes Annette. C'est ça. Batak. Voilà, donc je suis née en Allemagne et en fait j'ai été naturalisée française en 2012. J'ai donc la double nationalité et j'ai donc un parcours assez européen puisque je fais la première partie de ma vie en Allemagne et la seconde partie en France, puisque je suis en France depuis 1994. Tout à fait. Et enseignez-vous dans quel type d'établissement éventuellement?
Alors cette année, j'ai donc dans le cadre de mon contrat doctoral, j'ai donc enseigné enfin non plutôt en deux, pour deux institutions. La première c'était donc pour la langue allemande, qui est donc ma langue maternelle. J'ai donc donné des cours pour les LEA première année et les LLCE première année en allemand. Oui. Et du deuxième semestre, j'ai donné des cours d'anglais à des étudiants en première année en économie, en droit et en administratif. Je ne sais plus comment ça s'appelle AES. En fait, ça englobe toutes les personnes qui veulent faire de la compta, de la gestion, etc. Donc j'ai fait de l'enseignement notamment des langues. Et j'ai aussi enseigné, mais ça c'est dans le privé, toujours les langues, depuis toujours. En fait, depuis que je suis en France, je donne des cours d'allemand notamment, puisque c'est ma langue maternelle. Mais j'ai aussi en fait donné des cours d'anglais, c'est ce que j'ai fait encore cette année. Donc mon expérience à la fac de l'enseignement date que d'octobre de l'année dernière, donc 2016. Oui, oui. Et les cours d'anglais que vous donniez éventuellement, c'était dans des établissements secondaires, supérieurs? Non, non, c'était toujours à la fac en fait. C'est la maison des langues, toujours à Reims. D'accord. Et j'avais des cours donc pour deux groupes d'étudiants donc en droit, en économie et en droit administratif que j'avais en parallèle cette année et que c'était donc des cours d'anglais première année, toujours première année. Voilà, qui était à Reims aussi. Tout à fait. Et avez-vous déjà travaillé avec un collègue de l'autre sexe, par exemple? Vous voulez dire en collaboration dans un cours ou... Dans un cours ou alors dans une activité interdisciplinaire, éventuellement? J'ai fait pas mal de séminaires, j'ai fait pas mal de colloques, etc. Donc si ça peut rentrer dans votre définition de collaboration, oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Et dans quel cadre cela, dans le cadre des colloques, comme vous dites? Alors oui, en fait j'avais organisé à la rentrée 2015 un colloque avec mes deux professeurs qui m'encadrent et j'avais donc contacté tous mes collègues qui travaillent sur le même sujet. J'ai organisé tout ça, c'est-à-dire que c'est moi qui ai contacté les personnes et c'est vrai qu'en histoire on a quand même 90% d'auteurs sont masculins, donc on a presque que des collègues hommes, quelques collègues femmes. Oui. Et le deuxième séminaire que j'ai fait donc en février 2016, pareil, c'est moi qui ai organisé les intervenants, je les ai contactés, je les ai accueillis et voilà, j'ai communiqué avec eux. Et là, il y en avait, c'était à peu près partagé en deux, donc il y avait la moitié c'était les collègues et l'autre moitié c'était les collègues femmes. Tout à fait. Et quel regard portez-vous donc, quel regard pouvez-vous porter sur vos échanges éventuellement avec vos collègues hommes? Moi je pense que je fais pas de distinction en fait de sexe quand je travaille avec des personnes parce que ce qui m'intéresse en tant que chercheuse c'est vraiment le sujet. Donc j'approche pas en fait la personne en tant que sans sexe, je l'approche en tant que spécialiste d'un certain sujet. Après évidemment vous n'avez pas du tout le même rapport avec une collègue et un collègue. En général, je pourrais dire qu'avec les collègues hommes, souvent le rapport est plus simple dans la mesure où on a moins le sentiment de concurrence qui parfois peut apparaître avec des collègues femmes. Mais évidemment c'est aussi une question d'âge, c'est-à-dire que j'ai des collègues hommes qui sont très âgés, donc c'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même qu'avec un jeune collègue qui est à mon âge, donc c'est pas du tout la même manière. Donc moi la distinction entre hommes-femmes je trouve beaucoup moins pertinent qu'une distinction en fait par exemple entre générations, parce que je trouve qu'il y a des grandes différences, et peut-être aussi entre nationalités, parce que j'avais dans mes colloques, j'avais donc des collègues d'Allemagne, de l'Angleterre, de France, et c'est vrai que le rapport n'est pas le même non plus, donc une femme allemande et une femme française, c'est pas du tout la même chose, ou un homme français ou un homme britannique, le rapport n'est pas le même. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi qui rentrent dans cette relation que je peux avoir avec mes collègues. Tout à fait. Et lorsque vous avez dans ces échanges-là, quelles sont les ressources que vous avez pu mobiliser, en l'occurrence ma première ressource c'est les langues évidemment, puisque j'en parle 3 couramment, ce qui fait qu'en fait la communication est plus facile, parce que je peux contacter les gens sans problème.
Je suis, comment dire, quelqu'un d'extrêmement curieuse et ouverte, ce qui fait que je n'ai absolument pas d'appréhension à aborder quelqu'un voilà, que je ne connais pas. Et là, pareil, hein, je ne fais pas de distinction entre hommes et femmes, en fait. Ça me, voilà, hein, voilà, pour moi, l'approche est le même. Hein, je m'adresse pas à un collègue homme différemment qu'à un collègue femme. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas pertinent comme catégorie, en fait. Voilà. Tout à fait. Et pour rappel, vous avez quel âge? 48. 48 ans. Donc, non, 48. 48, ouais. Oui, je suis née en 68, donc ça fait 48. Et avez-vous récemment, et si nous entrons de façon spécifique dans vos enseignements, comment procédez-vous éventuellement pour dispenser vos cours? Pouvez-vous me raconter Vous voulez par rapport au sexe? Comment je m'adresse à mes étudiants et mes étudiantes? Oui. Comment déjà élaborez-vous vos cours et comment vous les dispensez à vos élèves, hommes, femmes? Alors, donc, j'avais que les premières années, hein, donc c'est vrai que c'est des étudiants très jeunes et qui ont un comportement encore très immature, surtout pour les garçons, hein, qui sont, et si je dis garçons, c'est que je les dis vraiment garçons, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un comportement vraiment d'enfants, ce qui fait que au début, quand j'avais fait mon plan de cours, j'étais assez exigeant parce que j'avais envie de leur apprendre plein de choses et en fait je me suis rendu compte très vite que je demandais beaucoup trop et que leur niveau était tellement bas que j'étais obligée de toute façon ensuite d'adapter mon enseignement par rapport à ce qu'il aurait pu et ce qu'il pouvait en fait faire. Et ce que j'ai surtout remarqué, c'était l'immaturité, notamment des garçons. J'étais très souvent obligée de les rappeler à l'ordre, de leur demander de se taire, etc. Donc on se retrouve très vite dans une position un peu de maîtresse d'école, ce qui est très désagréable. Moi, personnellement, je ne l'ai pas très bien vécu, parce que moi, j'ai considéré qu'à la fac, puisque c'est des adultes, hein, j'aurais préféré que le rapport soit plus, plus égaux, hein, c'est-à-dire que je parle à des adultes, évidemment je suis enseignante, mais bon, c'est des adultes qui ont choisi d'être là, donc voilà. Mais c'était pas possible, donc je me suis retrouvée, donc là encore une fois, pas en face des hommes ou des femmes, mais plutôt d'enfants de sexe féminin ou masculin, où les étudiants de sexe masculin avaient visiblement besoin d'être encadrés très souvent, ce qui parfois alourdit le cours considérablement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et quels accélérateurs de changement avez-vous mis en place éventuellement ou expérimenté ou rencontré? Je me suis adaptée de deux manières. Je pense que la première, c'est par l'humour. Hein. J'ai essayé d'abord en fait de les prendre par par le plaisir d'apprendre et de découvrir des choses qui les intéressent. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir quels sujets les intéressent, dans quel domaine ils sont plus à l'aise, quels médias pourraient leur apporter plus de choses, donc, par exemple les vidéos et ce genre de choses, donc ça c'était bien. Et là encore, c'était, je pense surtout à mes étudiants en éco, parce que c'était quelque chose qui les intéressait parce qu'ils utilisaient ça tous les jours. J'ai réussi, je pense, à les intéresser un petit peu à ce qui pouvait leur être utile. Les femmes ou les jeunes femmes étaient beaucoup plus discrètes, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus difficile d'avoir une réponse de leur part. Donc même si je leur posais très souvent les questions et qu'à la fin du cours, au début du cours, j'ai fait des espèces de petits échanges pour savoir davantage sur ce qu'ils avaient envie de faire, c'était très très compliqué. En fait, le retour était quasiment exclusivement masculin. Et comment pouvez-vous expliquer ce fait-là? C'est du fait de l'âge uniquement ou c'est du fait du fait qu'elles soient intimidées par leurs camarades garçons? Je pense qu'il y a deux explications. Je pense qu'on est malheureusement toujours dans un monde où les femmes se taisent
parce que les hommes crient plus fort. La deuxième explication, éventuellement, c'est aussi parce que les femmes sont plus timides, donc ils ont plus de besoin d'être en confiance. Et c'est vrai que quelques heures de cours ne suffisent peut-être pas pour les mettre suffisamment en confiance pour qu'ils s'expriment et qu'ils parlent un petit peu d'elles. C'était très compliqué. Et la troisième chose, c'est que puisqu'ils sont quand même dans un groupe, la peur de je sais pas, qu'on se moque ou qu'on dit une bêtise ou autre était, à mon avis, beaucoup plus prononcée chez les filles que chez les garçons qui, eux, s'en fichent complètement si c'est ridicule ou pas. Ils disent leurs bêtises et tout le monde rigole et c'est très bien. Or, les femmes ne sont pas du tout comme ça. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas changé. Hein, quand je repense à moi, quand j'étais jeune, c'était déjà comme ça. Donc, c'est assez frappant de constater que en 30 ans, les schémas sont toujours aussi prononcés que voilà, qu'ils étaient dans les années 80. Et pour pallier à cette situation, quelle technique avez-vous mis en place éventuellement? Alors j'ai essayé déjà de rappeler à chaque fois le respect et je les ai mis en garde, notamment les garçons, contre le comportement un petit peu moqueur et autres. Ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à installer une certaine bienveillance qui fait j'ai jamais eu d'incident dans mes cours entre les femmes et les hommes. En revanche, ça a permis à certaines femmes de s'exprimer un petit peu plus. Donc à la fin de l'année, j'avais quand même quelques-unes qui étaient un petit peu plus dans le discours voilà, dans une communication, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas osé. D'ailleurs, pour les garçons, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que ceux qui au début de l'année étaient très, comment dire, très extrovertis, qui parlaient tout le temps, ils l'étaient toujours autant à la fin de l'année. Or, ceux qui s'exprimaient peu ou pas n'avaient pas vraiment changé non plus. Donc, je pense que c'est une question de caractère et on peut aller jusqu'à un certain point. Donc, on peut mettre en confiance certaines personnes et d'autres non. Et là, je pense que là, c'est pas une question de femme ou d'homme. Je pense pas. D'accord, je vois. Quel prochain changement comptez-vous introduire dans vos pratiques pédagogiques à l'avenir? Vous voulez dire par rapport au rapport entre les sexes ou en général? En général. Moi, cette année, j'ai beaucoup travaillé l'expression orale parce que j'avais envie de les mettre en confiance, parce que je me suis rendu compte que parler une langue étrangère n'est pas du tout pratiqué à l'école, ce qui fait qu'ils étaient très mal à l'aise, enfin beaucoup étaient très mal à l'aise. Donc, je pense que si je recommence à faire les cours de langue, je pense que j'essaierai davantage d'appuyer sur l'aisance d'expression parce que je considère qu'une langue, surtout une langue appliquée, comme l'anglais et l'allemand, c'est d'abord pour parler, c'est pas pour lire Shakespeare ou Goethe, c'est vraiment pour aller en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis et vraiment pouvoir communiquer. Donc je pense que je mettrai davantage l'accent sur la capacité de s'exprimer, même si on ne connaît pas les mots, de trouver des modes pour quand même détourner des difficultés lexiques et autres. Oui. Donc ce sera peut-être ça ce que j'ai envie de faire parce que je me suis rendu compte que ça leur donnait plus confiance, ils étaient plus à l'aise à la fin pour essayer de s'exprimer et ça me paraît important pour les premières années pour qu'ils prennent un peu confiance. Tout à fait. Et que comptez-vous mobiliser pour atteindre cet objectif? Je pense que la vidéo, ça marche très bien. Oui. J'ai aussi travaillé pas mal avec les extraits de films. Ça marche bien aussi. C'est-à-dire qu'on regarde un extrait, on essaie déjà de comprendre le contenu et ensuite d'en discuter. Et ça, c'était plutôt réussi. Oui. Je pense que c'est peut-être à développer. En tout cas, tous les méthodes classiques me paraissent, enfin là en tout cas ça me paraît moins évident parce qu'ils se concentrent vraiment très peu et tout ce qui est texte écrit c'est très compliqué, donc je pense que les multimédias c'est peut-être une bonne manière de les intéresser davantage. Et lors des échanges, vous utilisez la langue, le français ou l'anglais? Vous voulez lire pendant mes cours? Oui. Alors, dans mes cours d'allemand, donc les responsables m'avaient dit qu'il fallait absolument que je les fasse en français. Oui. J'ai quand même fait un cours, donc 2 heures en allemand, mais c'était pas prévu. Donc c'était vraiment juste pour tester un petit peu. En revanche, pour l'anglais, on m'avait bien dit au début de l'année que ça pouvait être en anglais, donc j'ai quasiment tout fait en anglais,
jusqu'au point grammatical que j'ai fait en français, parce que là je me suis rendu compte que en anglais c'était trop compliqué. Il ne suivait pas du tout. Donc je l'ai fait en français. Mais je dirais que 90% des cours je l'ai fait en anglais. Oui, je vois. Alors pour revenir à votre personnalité, vous êtes doctorante. Oui. Oh, doctorante. Ok. À présent, nous allons passer au troisième module, votre vision du métier. Que pensez-vous que possède l'enseignant-chercheur? Quelle est votre vision de l'enseignant-chercheur en général? Quel est le rôle imagé ou constaté que vous avez de l'enseignant-chercheur éventuellement? Par rapport à quoi? Par rapport aux étudiants? Par rapport au monde extérieur? Par rapport à la fonction même et à son rôle vis-à-vis des étudiants. Moi, je me considère, faisant abstraction de ce que je suis, ou genre un idéal, vous voulez entendre un idéal, ou plutôt partant d'un réel imagé vers l'idéal. C'est un peu compliqué parce que moi, mon idéal, ça serait vraiment un monde d'échange et de communication qui évidemment n'existe pas, parce que c'est un monde très concurrentiel et qui est très abîmé aujourd'hui par les problèmes d'argent et autres. Donc on parle plus de formulaires et d'argent que de recherche. Ça, c'est la réalité. Alors après, où on se situe, c'est compliqué parce que vu le statut que j'ai en ce moment, qui est un statut extrêmement précaire, parce que j'ai un CDD qui se termine l'année prochaine, vu l'état de beaucoup d'universités en France, je pense que l'avenir est très compliqué parce que les postes à pair sont rares, les postes de maître de conf encore plus, et que la tendance est quand même plus vers payer des vacataires de moins en moins pour remplacer des titulaires. Donc là, on a un monde qui, à mon avis, n'a plus rien à voir avec l'idéal d'un enseignant-chercheur. Donc, comment ça m'affecte? C'est sûr qu'on se sent un peu, comment dire, déjà je sens une certaine déconnexion par rapport au monde du travail, puisque les étudiants ont tous une vision qui correspond pas à grand chose de leur métier. Ils viennent un petit peu en touriste, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que moi je me suis beaucoup demandé ce que je pouvais leur apporter en dehors évidemment de la compétence des langues, mais par rapport à à un travail de chercheur à l'université. Et j'étais assez discrète là-dessus, parce que moi je me sentais, je ne peux pas encourager des étudiants à faire ce que je fais parce que je sais que ça mène un peu nulle part et que l'ambiance est absolument pas propice ni à la recherche ni à l'enseignement. Ça m'empêche pas de le faire, mais de là à conseiller aux étudiants de s'y engager, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on a envie qu'ils réussissent, on a envie qu'ils trouvent un travail, on a envie qu'ils mènent une vie satisfaisante, et pour l'instant, pour ce qui concerne la recherche et l'enseignement, ça me paraît compliqué. Tout à fait. Et quelle vision avez-vous donc de professeur sur les enjeux par rapport aux forces entre les hommes et les femmes au sein de l'administration? Est-ce que les hommes sont favorisés? Vous voulez avoir ma vision sur ce que j'ai vécu ou ce que ça devait être? Oui, sur ce que vous avez vécu éventuellement. Est-ce que vous avez un sentiment? Là encore, c'est le vieux schéma, c'est-à-dire que tous les responsables, les profs sont les hommes et tous les autres sont des femmes. Il y a certains départements où c'est l'inverse, donc tout ce qui est par exemple littérature, là c'est quasiment que des femmes, c'est-à-dire qu'on a des parties entières où on ne rencontre absolument aucun homme, ce qui est parfois un peu gênant, je trouve, comme dans d'autres domaines où c'est l'inverse, tout ce qui est science par exemple, on rencontre presque que des hommes. Ce qui me paraît compliqué parce que ça renforce encore ce vieux schéma que les garçons font des maths et les filles font des langues.
malheureusement, c'est la réalité et que je crois que l'école ne fait rien pour changer ça. Ce qui fait que les garçons sont toujours dans les métiers genre ingénieur, marketing et autres, et les femmes sont dans les domaines littéraires, juridiques, voilà, où le déséquilibre est très fort, ou histoire de l'art, ou ce genre de choses, où on rencontre quasiment que des femmes. Et si on veut remédier à une situation pareille, à votre avis, comment peut-on appréhender le problème? Je pense que ça commence bien avant la fac. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe dans l'école primaire et que on voit que malgré tous les efforts qu'on peut faire, que les garçons, après toutes les études que les chercheurs ont fait depuis 30 ans, que quand on donne des jouets à des bébés et que des bébés garçons prennent des voitures et des bébés filles prennent des poupées, on se rend compte qu'il y a une certaine prédestination biologique qui n'est pas à nier. En revanche, ça ne veut pas dire du tout que toutes les filles qui, à l'âge de bébé, s'intéressent à des poupées doivent forcément devenir, je sais pas, infirmières. Donc je pense qu'il y a à partir d'un certain âge, donc vers peut-être 7-8 ans, qu'il faut absolument proposer aux enfants les différentes possibilités de leur vie et que je suis convaincue qu'il y aura des filles qui vont découvrir des capacités bien autres que des poupées. Simplement, les efforts ne sont pas faits pour que ça soit, pour que ça se fasse. C'est-à-dire que les filles, je pense, n'ont pas suffisamment de support. Et d'ailleurs, ça, je reviens à ce que j'ai vécu. C'est une question de confiance, c'est aussi une question de soutien et peut-être simplement de possibilité d'explorer des champs qui ne sont pas féminins. Je ne sais pas, la physique, l'ingénierie, l'architecture, ce genre de choses où les femmes sont très bonnes quand ils s'y mettent, mais il y en a trop peu. Il y en a trop peu par rapport à ce qui pourrait être possible. Et pour les garçons, en revanche, je pense que c'est plus compliqué parce que la pression de la société est telle qu'un garçon aura beaucoup plus de mal à choisir un métier entre guillemets femme, parce qu'il aura beaucoup de mal à trouver une place respectable dans la société. C'est beaucoup plus dur. Je pense que les garçons le savent, le sentent, et qu'ils n'ont pas envie d'affronter toute leur vie des remarques et des commentaires par rapport à leur masculinité qui est abîmée par le fait qu'ils sont, je ne sais pas, qui ont un métier qui n'est pas, je sais pas, qui ne correspond pas à l'image de l'homme qui assume, etc. Et comment l'enseignant-chercheur peut-il s'inscrire en termes de didactique, de pédagogie vis-à-vis du système en général? Je pense que c'est très important d'apprendre aux étudiants de penser, de réfléchir et d'être critique. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. J'ai l'impression qu'à l'école, les enfants apprennent toutes sortes de choses, mais ils apprennent absolument pas à réfléchir. Ce qui fait que quand j'essaye de leur montrer que ce qui compte d'abord, c'est leur propre réflexion et qu'il n'y a aucun retour parce qu'ils sont complètement dépassés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, je me suis rendu compte qu'on ne leur donne pas les moyens, donc ni méthodologiques, ni thématiques d'ailleurs, pour avoir une vision de la société autre que la société stéréotypée. Ce qui fait que la toute première chose, à mon avis, à faire pour nous, c'est déjà à les réveiller, pour leur dire voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, voici les moyens de vous faire une idée à vous, pour ensuite éventuellement changer les choses si vous pensez que la réalité n'est pas satisfaisante. Oui, donc il y a un travail de déconstruction pour reconstruire. Je pense que c'est un travail de construction, parce que ces étudiants sont, pour le dire d'une manière très brute, ils sont vides. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de schémas, d'images et d'idées préconçues, mais derrière tout ça, leur personnalité est cachée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils apprennent déjà à dégager leur personnalité pour ensuite utiliser ce qu'il y a pour devenir une personne déjà. Parce que là aussi, quand je repense à mon expérience, il y en a certains qui ont une forte personnalité, qui ont de la chance, donc ils n'ont pas ce problème-là, mais il y en a plein d'autres qui,
pense qu'il manque non seulement de personnalité, Oui. mais aussi en fait d'outils pour se positionner. Et je pense que c'est ça peut-être aussi l'objectif d'un enseignant-chercheur, c'est-à-dire que le fait que nous, on a réfléchi sur ce genre de sujet, de questions, c'est pas uniquement de leur transmettre un savoir-faire, Oui. mais c'est aussi un savoir-être. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'en fais de tout ça et comment j'utilise ce que j'ai appris pour m'enrichir en tant que personne, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des soft skills, etc. Oui, c'est très beau, simplement ça se travaille aussi les soft skills. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait une personne qui est derrière tout ça, sinon ça devient très vite du blabla. Et ça, je pense que ça passe plus aujourd'hui, le blabla. Enfin, en tout cas, quand on regarde un petit peu l'actualité, je pense que le blabla a un peu fait son limite désormais, oui. Et visiblement, vous avez le goût de la communication. Et comment pensez-vous que la communication dans ce cas de figure peut aider les hommes et les femmes à appréhender les choses différemment et quels moyens, quel canal éventuellement? Vous avez parlé d'Internet et certainement vous avez d'autres techniques. Je pense que ça va vous paraître peut-être très vieux jeu, mais je crois beaucoup au dialogue et je me suis rendu compte que le dialogue n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, enfin les étudiants, là je parle en fait des étudiants en particulier, mais ça concerne un peu tout le monde, c'est-à-dire que les dialogues c'est un art. Parce que d'abord il faut savoir écouter. Et savoir écouter veut dire qu'il faut déjà qu'on comprenne ce qu'il veut dire l'autre avant de se positionner. Or, j'ai remarqué qu'avec toute la révolution numérique, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants, ils écoutent jamais. Ils ont déjà un avis, ça c'est vrai que c'est parce qu'ils sont jeunes et ça, je pense que ça, voilà, c'est une question d'âge. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils se sont préfabriqués un avis et que plus rien les fait changer parce qu'ils ont décidé que c'est comme ça et pas autrement. Donc je pense qu'il faut travailler à les ouvrir vers en fait un échange, un véritable échange et surtout dans un monde où tout semble facile et proche, de leur faire réapprendre l'autre, c'est-à-dire les choses différentes. Parce qu'on a souvent l'impression qu'aujourd'hui tout est pareil, on voyage en Afrique, aux États-Unis, je sais pas où, et on parle à tout le monde et c'est cool et on se connaît bien. Mais non, je veux dire, même entre des pays d'Europe comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France, il y a des différences fondamentales. C'est pour ça que l'interculturalité est très importante, parce que c'est pas les différences qui nous séparent, c'est les différences qui nous enrichissent. Mais encore faudrait-il les voir. Et là, je pense qu'il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec la mondialisation, tout est ouvert et tout le monde parle à tout le monde. Et tout le monde parle anglais, donc il n'y a pas de problème de communication. Mais si, il y en a plein. Et ça, je pense que c'est au cœur aussi d'un apprentissage de langue. De leur faire comprendre que une langue, c'est pas remplacer un mot par un autre. C'est remplacer une mode de pensée par une autre mode de pensée. Et les mots sont l'expression de ce que la personne pense. C'est pas parce qu'on remplace un mot français par un mot anglais, on parle anglais. Non. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, je pense que ça doit faire partie de l'enseignement. Sinon, on est vraiment dans un vieux système des années 60 où on remplace une phrase par une autre phrase. D'ailleurs, Google le fait déjà. On n'a pas besoin de traducteur. Hein. Je pense que là, c'est... Nous, notre plus-value, justement, c'est de comprendre que c'est pas un remplacement d'un mot par un autre. Oui. Et le contact humain peut-il être utile? Comment? Le contact humain peut-il être utile? Je pense que c'est que par le contact humain qu'on arrive à transmettre certaines choses. C'est-à-dire que moi je me suis bien rendu compte que quand vous faites par exemple des cours par Skype, etc., même avec la distance, puisque vous avez un contact avec une personne, vous pouvez donc réajuster votre discours par rapport à la réaction de la personne. C'est très important. C'est-à-dire que moi, mon cours, pendant les 2 heures que j'ai fait mon cours, j'ai constamment adapté en fait mon enseignement par rapport au retour que j'ai eu. C'est-à-dire que si je commençais un sujet et je me suis rendu compte que ça passe pas, au lieu d'insister, en fait, j'ai essayé de modifier mon comportement et mon cours pour mieux répondre au retour. Et c'est ce retour-là, cette communication
communication-là, à mon avis, qui fait qu'on s'enrichit mutuellement finalement. C'est-à-dire que moi, j'apprends autant, en fait, que simplement, c'est pas la même chose. J'apprends pas la même chose mais c'est par ça que je pense qu'un cours devient un cours intéressant. Bon, après, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé des étudiants, mais moi, j'avais l'impression quand même qu'on a passé un bon moment, ce qui est déjà pas mal, hein, je trouve, dans un cours, voilà, où on a l'impression qu'on a fait des choses. Tout à fait. Et dans le domaine de la recherche, oui. Je comprends que vous maîtrisez la langue anglaise, mais pensez-vous que l'anglais est important pour la recherche, pour la maîtrise au niveau des enseignants? Oui, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui pour n'importe quelle personne, oui, qui fait de la recherche, que ce soit en sciences, en lettres, tout ce que vous voulez, oui, je pense que c'est indispensable. Oui. Et si nous devions aborder par exemple un cas pratique où vous voudriez transmettre des savoirs, disons vous voulez enseigner éventuellement Shakespeare, un poème de Shakespeare, comment allez-vous procéder? Allez-vous traiter vos élèves sur le même pied d'égalité ou quelle approche allez-vous avoir? Je pense que la littérature passe d'abord par la passion pour la langue, la passion pour des personnages, la passion pour la beauté du son, du langage. Donc je commencerai par un extrait d'une mise en scène très célèbre, ou d'un film, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je commencerai sûrement pas par ouvrez le livre page machin et lisez-moi ça, parce que d'abord ils vont massacrer le langage, et surtout je pense que la toute première expérience doit être forte, parce que si on rate, à mon avis, la toute première expérience, après c'est très compliqué de récupérer les choses. C'est un peu comme l'art aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça frappe le sens esthétique ou quelque chose pour qu'ensuite l'intérêt naît. Et c'est vrai que Shakespeare, c'est peut-être facile de l'enseigner à des gens qui font des littéraires, qui adorent la langue, mais alors les autres, c'est pas du tout, ils sont pas du tout, comment dire, ils n'ont jamais appris à être ouverts à ce genre de choses, donc il faut leur apprendre de l'entendre, de voir, oui, il y a des choses, et surtout, le deuxième aspect que je mettrai en avant, c'est que je chercherai un extrait pour leur montrer que Shakespeare est extrêmement contemporain, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qu'on pourrait très bien avoir tout de suite là, dans la rue, avec deux personnes. Parce que ça ne parle pas d'un vieux truc du XVIe siècle, ça parle de nous en tant qu'êtres humains. Et donc, pour comprendre toute la richesse de Shakespeare, c'est qu'on on se comprend soi-même. Et c'est ça l'intérêt de Shakespeare. Et tout ça, en plus, est fait dans une forme absolument magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de parler des êtres humains dans une forme artistique extraordinaire. Donc, si j'arrive déjà à installer ça, cet intérêt-là, je pense qu'après, c'est plus facile de travailler sur la grammaire, sur la structure, etc. Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Et la mnémonie? Voilà, c'est comme ça que j'essaierai d'initier les... Et la mnémonie? Et la mnémonie? Est-ce que vous allez faire usage de la mnémonie éventuellement? Les faire réciter? Le quoi? La mnémonie, les faire réciter. Des extraits récités, non? Je sais pas, parce que je pense que ça dépend de leur niveau. Oui. C'est-à-dire que si c'est les premières années, ça ne sert à rien parce que déjà ils ne parlent pas anglais. Je pense que c'est très compliqué de leur donner ça parce que ça va complètement les décourager. En revanche, les étudiants qui sont peut-être en troisième année, en effet, oui. Je pense que là aussi, le multimédia peut être extrêmement utile parce que, en fait, la mimétique est très importante aussi. C'est ce que j'essaie aussi de leur dire. C'est-à-dire que simplement écouter et de répéter ce qu'on entend, ça peut aussi aider à apprendre une langue. C'est-à-dire que c'est pas grave si on ne comprend pas tout de suite ce que ça se dit. C'est-à-dire que le rythme de la langue se passe souvent en fait par la mimétique. Donc oui, je pense que ça sera bien. Et le par cœur me paraît aussi une très bonne idée pour ce genre de choses. Parce que c'est que le par cœur qui en fait vous détache d'un texte
et qui vous met vraiment dans la langue pure, dans le son, dans le rythme de quelque chose qui voilà. Et après, je l'ai pas encore essayé, hein, c'est peut-être impossible de mettre en place aujourd'hui, Oui, mais j'aurais envie de le faire. d'accord. Et au niveau du rapport de genre en général, comment percevez-vous le rapport de genre homme-femme au sein de l'académie éventuellement? Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes ont les mêmes chances de réussir en termes de carrière Bah non. Bah non, non, je veux dire, c'est très évident. C'est-à-dire que déjà, je pense que la structure, même aujourd'hui, est toujours extrêmement rigide. Hein. C'est-à-dire que monsieur le professeur n'a pas du tout le même statut que madame la professeure. Et moi, je pense qu'à des colloques, hein, je pense qu'à des manifestations scientifiques, il y a, je sais pas, ce que je vous ai déjà dit, hein, les positions importantes, il y en a beaucoup d'hommes. Alors après, pareil, je reviens à ce que je vous ai déjà dit, c'est que ça dépend des domaines. Hein. Quand vous faites la littérature française du XVIIIe siècle, oui, il y a beaucoup de femmes. Quand vous faites la physique quantique, là, il n'y a plus de femmes. Donc, voilà. C'est toujours le vieux problème de l'école et de l'enseignement et de la place voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que ça joue si on est femme ou homme? Oui, bien sûr, ça joue. Ouais. Donc, comment peut-on procéder pour inverser éventuellement ce rapport de force-là? Est-ce qu'il y a moyen de... Je pense qu'inverser, c'est pas la bonne solution non plus. C'est ce que équilibrer je les marges, constate dans certaines... Comment? Équilibrer les marges pour équilibrer. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est aussi choquant, en fait, de voir, c'est ce que j'ai expérimenté par ailleurs, des femmes se mettre, en fait, ensemble pour essayer de dégager les hommes pour rester entre elles. C'est aussi détestable, je trouve, que les hommes qui se mettent ensemble pour dégager les femmes. Donc, je pense que... ni de loi, ni de quoi que ce soit d'extérieur, malheureusement, va pouvoir régler ça, parce que c'est malheureusement une question de personnes, déjà. Et si vous êtes face à des personnes qui sont convaincues que toutes les femmes sont débiles ou tous les hommes sont des salauds, c'est très compliqué après d'installer une communication. Et là encore, je pense que c'est une question d'éducation. Donc je reviens à mon petit discours par rapport à l'école. Je pense que l'école primaire a un rôle extrêmement important à jouer. Et la deuxième chose qu'on oublie très souvent aujourd'hui, c'est les parents. C'est-à-dire que moi, je vois en face de moi des étudiants qui ont eu des parents présents et des étudiants qui avaient des parents qui, visiblement, n'avaient rien à faire de l'éducation de leurs enfants. Et l'éducation, c'est pas uniquement l'éducation intellectuelle, c'est le comportement, c'est le langage, c'est les gestes, c'est les formules de politesse, c'est tout, c'est un tout. Et si ça n'existe pas, je pense qu'on ne peut pas espérer à ce que la personne soit suffisamment capable à prendre de la distance par rapport à sa propre position pour ensuite considérer la position de l'autre. Que ce soit femme ou homme, n'importe. Donc pour changer ça, alors déjà je pense que c'est pas une solution de maintenant dire on va faire 50-50 et tous les postes doivent être donc occupés 50% par les femmes, 50% par les hommes. Je trouve ça totalement débile. Parce que ce que doit vraiment primer, c'est la compétence. Malheureusement, là encore, on est dans un monde idéal parce qu'on sait tous que c'est pas comme ça que ça se passe et que c'est pas parce que vous êtes compétente que vous avez le poste qu'il vous faut et que ça se passe jamais nulle part comme ça. Alors la solution, je l'ai pas. Je pense que c'est dû à ce qu'est l'être humain et voilà, c'est pas une question de genre du tout, malheureusement. Tout à fait. On a presque épuisé les différents thèmes. Est-ce que vous avez un avis général sur le sujet, sur l'égalité de genre, le rapport de force, le fait que les femmes ne soient pas assez représentées au niveau des enseignants, chercheurs, au niveau des professeurs, qu'elles soient minoritaires, spécifiquement à l'URCA? Il y a plus de doctorants hommes que femmes. Comment expliquez-vous ça? Ah oui, je ne savais pas. Ah, d'accord. Cette année, il y a plus d'inscrits comme doctorants
hommes que femmes. D'accord. Et comment pour... Bon, c'est vrai, l'effectif, je ne sais pas si c'est en termes... si c'est une question du fait qu'elle soit moins représentée. Est-ce une question d'effectif? Est-ce une question de discrimination? Je n'ose pas m'avancer sur ce point-là. C'est peut-être aussi des spécialités, hein, parce que c'est vrai qu'à Reims, il y a quand même beaucoup de recherches aussi de la bioéconomie, dans les sujets médecine, etc. Oui. Donc peut-être ça peut expliquer en partie ce déséquilibre, et que je pense qu'il y a autre chose aussi, ça date un petit peu de très peu de choses, parce qu'il y avait une réunion avec les doyens il y a 2 jours, où il nous a expliqué un petit peu l'avenir de l'université de Reims, et j'ai très bien compris ce qui se passe, c'est-à-dire que ça se passe un peu partout, mais à l'URCA, je trouve que c'est particulièrement frappant, pour le dire très crûment. On n'a plus rien à faire des lettres qui servent à rien, ni des langues qui servent à rien, ni des humanités qui servent à rien, et que désormais on va se concentrer sur des choses qui apportent, c'est-à-dire la bioéconomie, le vin, le marketing, etc. Donc on est dans un contexte, à mon avis, qui n'est pas propre à l'URCA, hein, qui est la tendance qui se dessine depuis 30 ans, c'est-à-dire que les humanités ne sont plus soutenues ni à l'école ni à la fac, ce qui fait qu'il y a moins d'étudiants, ce qui fait qu'on fait moins des langues, ce qui fait qu'il y a moins d'étudiants. Donc c'est-à-dire que c'est un cercle complètement vicieux, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les étudiants ou des élèves de la découverte des langues anciennes, parce qu'il n'y en a plus, des langues appliquées parce qu'il n'y en a plus, de la philo, du grec, de l'histoire, etc., parce que l'enseignement est absolument pathétique, ce qui fait qu'en fait, on ne suscite pas d'intérêt, ce qui fait qu'il y a moins d'étudiants qui arrivent à la fac. Du coup, on considère, ah bah oui, mais là, on n'a que 3 étudiants, donc on va fermer, parce que de toute façon, il n'y a plus d'intérêt. Et ben voilà. Comme ça, on tue, en fait, les humanités. Et je pense que là, on est arrivé à un point où, à force de 30 ans de découragement des humanités, voilà, on a réussi à faire en sorte que dans quelques années, on devait fermer toutes les humanités, parce que de toute façon, il n'y aura plus d'étudiants, parce qu'on a tout fait pour qu'ils le font plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le nombre d'inscrits, ben, les étudiants s'inscrivent en psychologie, en marketing, en éco, en droit, en médecine. Et voilà, et le monde sera ce que ça sera. Sauf que je pense que cette tendance est peut-être plus préjudiciable aux femmes qu'aux hommes, parce que traditionnellement, les femmes sont plus portées vers, en fait, des sujets humanité que les hommes. Ce qui fait qu'au fond, je me demande si cette décision-là n'aura pas un impact assez considérable aussi par rapport à cette disparité entre hommes et femmes, parce que maintenant, on sait que notamment en France, pour avoir une carrière, il faut choisir les filiales masculines, hein, c'est-à-dire le droit, l'éco, le marketing, je ne sais pas, la RH, voilà, ce genre de choses. Je ne sais pas, peut-être il y a un rapport, je ne sais pas. Et peut-être la politique académique ou ministérielle. Oui, je pense que ça joue aussi. Oui, ça joue aussi. D'ailleurs, je pense que les résultats, on les voit assez clairement. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui font des mi-temps ou qui font des boulots qui sont beaucoup moins payés que les hommes, etc. Ça s'explique aussi par les filiales, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, effectivement, se disent, bon, puisque j'ai des enfants, j'ai besoin d'un boulot qui est moins prenant, donc je ne vais pas faire un truc où je pars à 5h du mat et je reviens à 23h. Je vais essayer de trouver quelque chose qui s'adapte mieux à ma vie de famille. Bah là, évidemment, en tant que femme ou en tant qu'étudiante, vous êtes obligée de choisir une filiale, voilà, hein, qui est moins prenante, donc vous gagnerez moins, donc vous n'avez plus de statut social. Voilà, donc ça se reproduit en fait éternellement. Et je ne vois pas de solution, parce que d'abord, comme vous dites, hein, il n'y a aucune volonté politique du tout, il n'y a aucune volonté académique, ça n'intéresse personne de soutenir les femmes, les humanités, et une approche un petit peu plus humaniste, hein, et un petit peu moins financier des problèmes. Et d'ailleurs, quand vous regardez le discours que tiennent les hommes et les femmes politiques,
c'est absolument catastrophique. Et je pense que c'est le résultat de 30 années ou 40 années notamment en France, hein, de mise en avant des filiales techniques, industrielles, etc., où on produit, on gagne plein d'argent, mais alors on se pose jamais aucune question. Et se poser des questions, je pense que c'est plutôt de l'ordre des femmes. Ça aussi, je pense que c'est, je sais pas si c'est biologique, mais j'ai remarqué que quand même, mes étudiants, et d'ailleurs, je crois que c'est assez clair dans la société, les femmes se posent tout simplement plus de questions que les hommes, et que comment dire, cette réflexion n'est plus du tout encouragée aujourd'hui. Ce qui fait que on laisse des décisions à des hommes qui décident qu'ils ont besoin de faire du fracking pour faire du fric, donc ils vont détruire des milliers d'hectares de forêts vierges parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce que ça veut dire au niveau de l'impact sur l'environnement et les générations futures, parce qu'ils s'en fichent totalement, parce qu'en fait on pense d'aujourd'hui à ce soir. Et ça aussi, je pense que ça fait partie d'un abandon totalement de ce qui est très féminin aussi, je trouve, c'est-à-dire le rapport au temps, qui, je pense, qui est beaucoup plus évident pour des femmes que pour des hommes, je pense. Tout à fait. Et l'enseignant-chercheur, comment devrait-il se positionner dans une situation pareille pour éclairer la société ou alors pour sensibiliser? Je pense qu'on aura, je sais pas, pour l'enseignement, c'est ce que je vous ai dit, hein, je pense que la seule chose qu'on peut peut-être faire, c'est d'essayer d'encourager les étudiants à la réflexion. Je pense que c'est la seule chose malheureusement qu'on peut faire, évidemment à part de la transmission de nos savoirs, bien sûr, mais je pense que ça c'est ces deux choses que je pense sont possibles, hein, la transmission du savoir et l'incitation à une réflexion d'hommes, avec un grand H. Et la deuxième chose, pour la recherche, je pense qu'il est temps que les chercheurs se posent la question à quoi bon? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile de faire des colloques où il y a 3 personnes et ce sont toujours les mêmes pendant 20 ans pour se parler de sujets qui intéressent 4 personnes. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de se dire, bon, comme ça se fait déjà aux États-Unis, comme ça se fait déjà en Angleterre depuis très longtemps, c'est que le rapport entre la recherche et le public en France est totalement abandonné. Ce qui fait qu'il y a l'université d'un côté, il y a le reste de l'autre. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans les élections, et ça se voit maintenant même au niveau de la société. On a 2 France, hein, c'est ce qu'on dit souvent, hein, on a la France qui va bien, la France de Macron, la France du fric, et les autres. Et pour les enseignants-chercheurs, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on a donc les enseignants-chercheurs, l'université d'un côté, ensuite on a un énorme trou, et on a tous les autres. Et ça, je pense que c'est très très mauvais, parce que la recherche peut que avoir du sens si elle arrive à transformer le savoir en vulgarisation pour qu'ensuite le public puisse participer à la recherche. Sinon, la recherche ne sert absolument strictement à rien. Tout à fait. Écoutez, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Vous avez été très intéressante dans votre approche et votre compréhension de cette réalité qui est nôtre, je dirais. Et je tiens tout de même à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté cet échange. J'espère que ça sera utile pour vous, surtout pour votre travail. Tout à fait. Et je vais, lors de la transcription, naturellement, je vous l'ai dit, ce sera anonyme. Oui. Donc, je tiens tout de même à vous dire que ça a été très utile pour moi. J'ai touché les points essentiels et vous avez éclairé ma lanterne sur ce sujet. Écoutez, si ça a pu vous être utile, j'en suis très heureuse. C'est moi. Écoutez, je vais vous souhaiter de passer... avez-vous déjà une dernière chose à ajouter, éventuellement, un point sur lequel vous aimeriez revenir, qu'on n'a pas abordé et que vous aimeriez...
Non, non, je trouve votre Par CV rapport. très intéressant. Donc, si à la fin, en fait, vous avez envie de m'envoyer votre travail, ça me ferait très plaisir. D'accord. Donc, après, je ne sais pas si c'est envisageable, mais en effet, le sujet m'intéresse. Donc, D'accord. oui, Ben, écoutez, je verrai bien ce qu'il y a lieu de faire et puis je vous tiens au courant. très bien, entendu. Et passez un bon week-end. La fête du travail, Merci. c'est la semaine Merci. prochaine. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, madame, et merci encore. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.